Imaginez, il y a 40 000 ans, les toundras gelées de l'hémisphère nord. La température moyenne mondiale est inférieure de 6 degrés Celsius à celle d'aujourd'hui. Mais là où vous êtes, la température ressentie est de moins 30 degrés. Le vent cingle votre peau comme des milliers de lames de rasoir invisibles. Sur chaque centimètre carré de peau exposée, les cellules commencent à cristalliser et à mourir. Votre corps mène une guerre contre les lois de la thermodynamique qu'il est voué à perdre. Le réflexe de frissonnement épuise vos muscles. Si votre température centrale descend en dessous de 35 degrés, vous perdrez conscience. En dessous de 32 degrés, votre cœur s'arrêtera. Vous n'avez qu'une seule chance de survivre dans cet enfer blanc. Allez sous terre. Jouons maintenant à un jeu. Je vous dépose au milieu de ce terrain gelé. Devant vous, une blancheur infinie. Derrière vous, un blizzard qui approche. Vous devez trouver une grotte pour vous abriter. Mais si vous entrez dans un trou au hasard, vous risquez d'affronter un prédateur de plusieurs tonnes qui vous attend à l'intérieur. Si vous n'entrez pas, vous gelez. Si vous entrez, vous êtes déchiqueté. Les films vous ont dit que trouver une grotte était une question de chance. Mensonge. Il s'agit d'un protocole d'ingénierie thermique et d'observation. Abonnez-vous. La vraie science de la survie commence. À ce stade, le temps c'est votre plus grand ennemi, pas votre allié. Par temps froid, la consommation de calories triple. Le corps dépense une énergie énorme, rien que pour garder les organes vitaux au chaud. Dans les 30 premières minutes, vos vaisseaux sanguins se retirent des extrémités. La motricité fine de vos doigts disparaît. Cela signifie être incapable de saisir une pierre ou de lancer une lance. Le coût biologique augmente à chaque seconde. Alors que vos yeux luttent contre la cécité des neiges, l'hypothalamus dans votre cerveau brûle les dernières réserves pour empêcher l'effondrement thermique. Le terrain sur lequel vous marchez est la géographie impitoyable du Pléistocène. S'enfoncer et ressortir de la neige profonde à chaque pas demande 5 fois plus d'efforts qu'une marche normale. Trouver une grotte ne consiste pas seulement à regarder, mais à lire l'atmosphère. Les humains anciens appliquaient biologiquement le principe des caméras thermiques d'aujourd'hui pour détecter les entrées de grottes. Tout comme votre souffle s'évapore par une froide journée d'hiver, l'air souterrain, relativement plus chaud, crée une colonne dense de vapeur d'eau à l'entrée lorsqu'il rencontre le froid glacial de l'extérieur. Voilà la signature thermique que vous cherchez. Cette vapeur est la seule preuve de survie. Cependant, chaque calorie dépensée pour atteindre cette image pourrait être votre arrêt de mort si cette grotte n'est pas vide. La sensation de brûlure sur votre peau s'est maintenant transformée en engourdissement, signe que vos terminaisons nerveuses sont mortes. Vous avez vu la signature thermique, vous avez trouvé l'entrée. Mais entrer pourrait équivaloir à un suicide. Ce n'est pas le courage qui entre en jeu ici, mais la mécanique des fluides et les lois de la physique. En approchant de la gueule de la grotte, la première chose à vérifier est le flux d'air. S'il y a un fort courant d'air sortant ou entrant par l'ouverture, c'est ce qu'on appelle l'effet cheminée. Cela indique que la grotte possède une autre sortie ou une circulation d'air, ce qui est critique pour faire du feu et ne pas mourir d'une intoxication par la fumée. Les analyses archéologiques de la grotte du Lazaret ont prouvé que les humains calculaient l'évacuation de la fumée et installaient leur foyer, non pas au fond de la grotte, mais aux points optimaux, où le flux d'air évacuerait la fumée le plus efficacement possible. Mais vous ne pouvez pas encore allumer de feu. Vous devez d'abord voir. La torche que vous tenez est faite de pin résineux ou de genévrier. Elle dégage une forte chaleur et de la lumière lorsqu'elle brûle, mais produit beaucoup de fumée et a une courte durée de vie. Pour aller plus profond, vous avez besoin d'une technologie plus sophistiquée.
les lampes à graisse. Fréquemment retrouvées dans les archives archéologiques, la graisse animale et la mèche de mousse placée dans du calcaire creusé vous fournissent une lumière sans fumée et stable. Une lampe à graisse peut brûler pendant plus d'1 heure. Cette source de lumière, avec une flamme de 800 degrés Celsius, éclaire les 3 mètres devant vous dans l'obscurité totale. Lorsque la lumière vacillante frappe les murs, vous cherchez les signes qui hurlent que vous ne devriez pas être là. De profondes traces de griffes sur le mur, des ours des cavernes. Vous devez activer votre odorat, l'odeur accumulée depuis des milliers d'années d'excréments, de chair pourrie et de fourrure mouillée annonce que la grotte abrite un hôte mortel. Vous avancez vers les profondeurs et soudain, l'acoustique change. Le bruit de vos pas commence à résonner. C'est un point chaud acoustique. Les recherches scientifiques montrent que les peintures rupestres ont souvent été réalisées à ces endroits où le son résonne le plus. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas là pour l'art. Un silence absolu règne, hormis le grésillement de la torche. L'air s'alourdit. La lumière éclaire une masse énorme sur le sol de la grotte. Un ours des cavernes en hibernation. Alors que votre rythme cardiaque bat comme un tambour dans vos oreilles, la lance dans votre main ne doit pas trembler. Ce silence est une tension que l'homme moderne ne pourra jamais expérimenter. Une seule erreur ici. Le craquement d'une seule brindille sèche résonnera comme une explosion grâce à l'acoustique de la grotte et réveillera 500 kg de pur muscle et de rage. La panique tente de s'emparer de votre amygdale, ordonnant de fuir. Mais votre cortex frontal doit intervenir. Si vous fuyez, le froid extérieur vous tuera. Si vous restez, l'ours vous tuera. La seule solution est de se retirer silencieusement, de calculer la direction du vent et de développer une stratégie pour faire sortir l'ours sans le réveiller ou en l'étouffant avec de la fumée. Ce n'est pas une guerre, c'est une partie d'échecs. Le prix d'un mauvais coup est l'arrachement de vos bras. C'est une leçon payée de la vie de dizaines de milliers de personnes au fil des millénaires. Personne ne parle. Seuls les yeux communiquent par signes. Chacun de ces protocoles a été écrit sur les cadavres de vos ancêtres qui ont commis des erreurs irréversibles. Les fouilles archéologiques ont révélé les restes de groupes morts d'intoxication au monoxyde de carbone à l'intérieur de grottes à cause d'un mauvais calcul de ventilation. Les simulations dans la grotte du Lazaret montrent que allumer un feu à seulement 1 mètre de la mauvaise distance par rapport à la paroi ramène le niveau d'oxygène à l'intérieur à un seuil mortel. Une autre erreur fatale, le contrôle de l'humidité. Les grottes sont naturellement humides. Si vous ne choisissez pas le bon sol, c'est-à-dire une couche de sable sec ou d'argile, la chaleur de votre corps sera absorbée par le sol conducteur pendant votre sommeil. La thermodynamique est impitoyable. La chaleur circule toujours du chaud vers le froid. Vers le matin, vous ressentez une douce chaleur dans votre sommeil. C'est la phase finale de l'hypothermie. Votre cerveau vous ment pendant que vous gelez et suscite l'envie de vous déshabiller. Lorsque les archéologues trouvent des squelettes recroquevillés dans les coins des grottes, semblant dormir mais en réalité gelés il y a 30 000 ans pour avoir négligé les lois de la physique, ils lisent cette tragédie. Ce savoir a coûté cher. Si vous possédez cette connaissance aujourd'hui, en lisant ces lignes dans votre maison sûre, c'est uniquement parce que quelqu'un, il y a des milliers d'années, ne s'est pas réveillé dans cette grotte. Cette odeur âcre de soufre et d'humidité qui brûle votre gorge est la ligne mince entre la vie et la mort. Cependant, survivre ne suffit pas, il faut vivre. C'est ici qu'interviennent les différences, ou les similitudes, entre Homo sapiens et Néandertal. Les structures circulaires de stalagmites, vieilles de 176 000 ans, trouvées dans la grotte de Bruniquel en France, prouvent que les Néandertaliens
organisait aussi l'espace de manière complexe à l'intérieur des grottes. Mais Sapiens a poussé cela un peu plus loin. L'apprentissage social. Les découvertes dans la grotte de Kézem en Israël montrent que les individus experts dans la fabrication d'outils en pierre partageaient les précieux noyaux de pierre avec les moins expérimentés. C'était une école. Lorsqu'un jeune frappait le silex avec le mauvais angle, le vieux maître lui montrait le bon angle. Ce transfert de connaissances était la plus grande arme de notre espèce. Alors qu'un individu seul avait 12% de chances de survie dans une grotte, les chances d'un groupe organisé dépassaient les 80%. Dans les profondeurs des grottes, des empreintes de pas d'enfants ont été trouvées. Ils n'y sont pas allés pour jouer. Ils y ont été emmenés pour apprendre la peur, l'obscurité et l'orientation. Ces enfants, une fois grands, ont posé leurs mains sur les parois de la grotte et ont pulvérisé de l'ocre rouge. C'était la manière la plus primitive et la plus puissante de dire « J'étais ici, j'ai survécu, j'ai vaincu le froid ». La grotte n'était plus la gueule d'un monstre, mais l'incubateur de l'humanité. Peu importe la violence de la tempête à l'extérieur, le feu à l'intérieur était le symbole de la victoire, de l'intelligence humaine sur la nature. Vous êtes maintenant à l'intérieur. Vous vous réchauffez. Vous êtes en sécurité. Mais ce goût métallique de sang dans vos poumons vous rappelle le prix de cette victoire. Arriver jusqu'ici n'était pas de la chance, c'était de l'ingénierie. Lire la signature thermique, analyser le flux d'air, produire des sources de lumière chimique et simuler le comportement des prédateurs. Vos ancêtres ont appris les principes enseignés aujourd'hui dans les laboratoires de physique des universités modernes, par essais et erreurs et au prix de leur vie. Chaque peinture rupestre, chaque os brûlé, chaque pierre taillée est une partie de cette immense accumulation. Ils n'étaient pas des sauvages, ils étaient les scientifiques les plus avancés de leur époque. Nous sommes leur carnet de laboratoire. Aujourd'hui, assis dans nos maisons modernes, avec nos systèmes de chauffage central, ce que nous faisons n'est rien d'autre qu'imiter le modèle de microclimat contrôlé qu'ils ont établi il y a 40 000 ans. Ils devaient refaire ce plan chaque hiver, chaque nuit. Nous achetons une maison une fois, ils devaient survivre 1000 fois. Ils n'étaient pas sans plan, c'est nous qui sommes sans plan avec la complaisance que nous donne le confort réel. Mais il y a maintenant un autre problème. Vous êtes à l'abri. Votre feu brûle. Votre température corporelle s'est stabilisée à 36,7 degrés et vous êtes en sécurité. Mais ce sentiment de sécurité permet à l'assassin le plus sournois d'approcher. Bien qu'il fasse moins 40 degrés dehors et que tout soit couvert de glace, l'air sec de la grotte et la chaleur du feu font évaporer rapidement l'eau de votre corps. Dans 10 heures, le mal de tête commencera. Dans 24 heures, vos reins donneront des signaux de faillite. Car boire de l'eau à l'air glaciaire est un pari bien plus mortel que de la trouver. Manger de la glace abaisse votre température corporelle et vous gèle de l'intérieur. Manger de la neige provoque des lésions dans votre bouche. Trouver de l'eau à l'état liquide signifie généralement danser avec d'autres prédateurs qui se trouvent près de cette eau. Alors, dans un monde gelé, comment obtenir de l'eau sans perdre votre chaleur corporelle? Quelle technologie utiliser pour transporter l'eau? Et surtout, comment se protéger des bactéries millénaires en buvant cette eau? Les réponses sont encore cachées sous la terre, entre les eaux et les pierres. Abonnez-vous à l'ère glaciaire. Le savoir, c'est la vie. Et notre prochaine leçon portera sur cette guerre silencieuse menée contre la soif.